Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à la voix des sans-voix et bienvenue dans la dernière ligne droite de cette édition du soir que j'ai le plaisir de vous présenter comme tous les soirs en compagnie d'Issatine. Bonsoir Issa. Bonsoir Moussa Fadio. On parlera de la rubrique Vue du Net qui reviendra sur l'affaire Bougazeli. Il est encore entre les mains des enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. On reviendra également sur la revue de la presse en ligne. Mais notre invité ce soir, il s'appelle Maître Tidjane Dabo. Il est avocat au barreau de Strasbourg en France. Bonsoir à vous, Maître. Merci, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Commençons cette dernière partie de l'édition du soir avec le dossier éducation de ce soir qui porte la signature de Moussa Sen. Il revient sur les multiples difficultés que rencontre le système éducatif sénégalais avec des enseignants qui ont commencé à menacer. Le G20 a d'ailleurs déposé un préavis de grève qui expire à la fin de ce mois de novembre. De l'autre côté, les syndicats du G6 commencent à se faire entendre. Du côté du SAES également, campus de Dakar, les revendications sont pratiquement les mêmes. Le dossier est signé Moussa Sen. Le national est loin de connaître son épilogue avec la montée d'adrénaline de certains syndicats d'enseignants qui continuent de manifester leur mouvement d'humeur face au gouvernement. C'est le cas du G20 qui réclame à l'État du Sénégal une dette estimée à 100 millions de nos francs d'Ambodj et leur secrétaire général. 5 longues années sont passées depuis la signature du protocole d'accord entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants. Mais à l'heure du bilan, nous pouvons affirmer avec beaucoup de regrets qu'il n'y a aucune avancée significative dans la matérialisation. À titre d'exemple, la dette envers les enseignants, communément appelée rappel d'intégration, rappel de validation et rappel d'avancement, estimée aujourd'hui à plus de 100 milliards par la direction de la solde, est payée au compte-gouttes. Les enseignants peinent toujours à recevoir leurs actes à cause des chinoiseries administratives savamment orchestrées par le gouvernement. Les affectations arbitraires battent le plein au ministère de l'Éducation nationale. La dernière en date, c'est le redéploiement arbitraire de 16 professeurs du lycée britannique militaire de Charles Thioré de Saint-Louis. À la fois regrettable et inacceptable, lutter pour préserver les acquis, restaurer la dignité des enseignants et redonner à notre école son lustre d'antan s'impose à tous les acteurs. En attendant l'expiration du délai du préavis, nous ferons une tournée nationale pour partager la plateforme revendicative avec tous les enseignants du Sénégal. Même son de cloche pour le SAES section Dakar qui lance un rappel de leur dû. On est au regret de constater qu'il y a des sommes dues qui n'ont pas été payées, alors que les collègues ont eu à honorer leur charge de travail. Donc on est dans l'attente du paiement des sommes dues. L'orientation des nouveaux bacheliers, mais la coordination du CS Campus de Dakar souhaite le respect de la loi 94-79, notamment à son article 74, l'article 14, de tenir compte de la capacité d'accueil des universités. Cette colère des syndicats n'épargne pas le SAEMS dirigé par Saourou Sène qui soutient que l'accalmie de l'année scolaire ne dépend que du gouvernement. Malgré toutes les assurances données et la reprise des rencontres de monitoring depuis le 3 octobre 2019, suite aux multiples interpellations des syndicats, le gouvernement peine encore à apporter des réponses concrètes. Il est d'ailleurs malheureux de constater qu'à ce sombre tableau s'ajoute au redéploiement abusif d'enseignants dans certaines IA et IF sans motif valable. Le cas du Britannique militaire est avéré. Et pour ce cas-là, c'était inacceptable. Le SAEM s'engage à lutter sans transiger pour exiger l'appurement intégral du passif du protocole du 30 avril dans les meilleurs délais, la mise en place d'un nouveau système de rémunération juste et équitable pour les agents de la fonction publique et je dis aussi conformément à l'engagement de M. le Président de la République. La question que beaucoup se posent est celle de savoir quel avenir pour l'école sénégalaise avec le gouvernement qui fait toujours sourde oreille et qui tarde à matérialiser les accords signés avec les enseignants depuis 2014.
Voilà une question qui dure depuis des années. Quand on revient au pays et qu'on regarde ces images-là, on a l'impression que c'est du déjà vu. À votre avis, Maître Tidjane Dabo, qu'est-ce qui explique qu'au Sénégal, qu'on ne parvienne pas à avoir un système scolaire efficace et normal? Oui, c'est le problème. C'est un problème qui pourtant peut trouver une solution assez facilement, parce que je pense que quand on parle de l'éducation dans un pays, même si ça demande de la part de l'État que l'État fasse un prêt pour solder, mais vraiment faire régler définitivement ce problème-là, cela mérite effectivement cela. Mais le problème, encore une fois de plus, j'ai l'impression qu'on sous-estime l'éducation dans ce pays et dans des pays africains. C'est-à-dire que l'éducation est la base. Et il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, pour qu'on ait un semblant d'étendard au niveau international, il faut que l'éducation de nos pays puisse aujourd'hui arriver à un niveau où, à mon avis, en tout cas, ça permettrait au peuple sénégalais, aux peuples africains de pouvoir effectivement s'en sortir. Est-ce que le problème de l'éducation dans les pays africains, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu avoir une école, un système éducatif, une éducation propre à l'Afrique avec ses identités, plutôt que de copier ce que les Occidentaux ont toujours fait? Oui, en fait, on peut le dire ainsi. Mais c'est vrai que, comme je le disais tantôt, il faut penser l'éducation, notre éducation, en fonction effectivement de nos réalités. Et nos réalités sont telles qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie d'adapter et qui n'est pas culturel chez nous pose problème. Parce que normalement, on a des équipes pédagogiques, comme je disais tout à l'heure, qui définissent les modalités, les programmes, normalement en fonction de ce qui se passe ici. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'on copie. On copie ce qui se passe ailleurs. Or, quand on copie ce qui se passe ailleurs, les moyens pour faire face effectivement à cela, les moyens ne sont pas les mêmes. Quand vous prenez ce qui se passe en Occident, la priorité, c'est l'éducation d'abord. C'est l'éducation. On est prêt à mettre tout pour l'éducation des enfants. Or, ici, en Afrique, j'ai l'impression que c'est banalisé, quoi. C'est-à-dire que l'éducation, finalement, c'est comme la santé, c'est-à-dire que la santé est banalisée, l'éducation est banalisée. Et alors que c'est les deux socles tellement importants dans un État qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est des parents pauvres aujourd'hui du développement en Afrique. Alors, l'actualité, c'est cette visite du Premier ministre français Édouard Philippe à Dakar. Un de nos compatriotes a l'habitude de dire que nous, qui sommes au pays, on n'a pas forcément le même regard que vous, qui vivez en Occident, sur les relations entre l'Afrique et la France notamment. Mais d'abord, comment est-ce que vous analysez cette visite du Premier ministre français? Bon, sa visite pose problème pour moi, en tout cas à mon niveau. C'est vrai que ça tombe dans un moment où c'est le sommet pour la paix et la sécurité. Donc il est venu soi-disant dans ce cadre-là, et en même temps pour restituer le fameux sabre qui aurait appartenu à El Hadj Omar Foutiyou Tall. Mais de là, ça cache la réalité. En fait, c'est que derrière tout ça, il y a des contrats qui devaient être signés. Bon, maintenant, pour magnifier tout ça et puis endormir encore les gens, on nous fait culturellement ou religieusement un événement, on crée un événement à côté en nous disant, écoutez, on va vous remettre, on restitue le sabre de votre de votre ancêtre. Et puis, voilà, moi je trouve que là aussi, il y a une certaine un laxisme, je ne vais pas jusqu'à dire parce qu'ils ont défini tout ça, mais ce qui me gêne, c'est qu'on ne puisse pas voir le symbole, c'est-à-dire dans tout ça, c'est-à-dire que accepter que cet événement-là soit associé à ce qui s'est passé l'autre jour, en tout cas, moi, me pose un problème. Parce que nous dire que ce sabre aurait appartenu à El Hadj Omar Foutiyou Tall, dont on connaît le mysticisme, parce que le mystique, il a une dimension tellement extraordinaire et mystique, insaisissable, et qui dépasse tout ce que l'on peut savoir sur le plan mystique. Et dire que celui-là aurait perdu son sabre et que ce sabre aurait été récupéré par le colon contre lequel il s'est battu
et qui, toute sa vie, et qui lui, on nous a dit qu'il a disparu. C'est ce que tout le monde a dit. Dans les falaises de Bandiagara. C'est ce que nous avons tous appris. Et aujourd'hui, par miracle, on me dit ce sabre-là aurait été récupéré. Mais dans quel contexte il a été récupéré? Il avait été... Personne ne le sait. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas appris, je ne l'ai pas lu. Je suis assez curieux sur le plan culturel, en dehors des livres de droit. Je lis un peu. Mais est-ce que réellement, c'est pas peut-être le problème si vous dites que c'était pour cacher quelque chose, c'est-à-dire les contrats. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est-à-dire que il faut pas... Cet événement ne s'imposait pas. Pour moi, c'est un non-événement. La restitution est un non-événement. Mais aujourd'hui, qui parle de contrat? On ne parle pas de contrat. Mais on a mis cet événement, regardez, d'abord c'est l'événement qui a précédé. C'est-à-dire que ça s'est passé quand c'était la restitution avant. Et puis le dimanche, bon, les gens vont signer, enfin le dimanche, c'est dimanche, ils ont signé les contrats, tout le monde a applaudi, on s'en va. Avant de parler de ces contrats-là, si on reste dans le symbolisme, comme vous dites, cette image quand même du chef de l'État sénégalais qui réunit les familles religieuses, notamment celle de El Hadji Oumar Tall, pour la remise simplement de sabre avec fanfare et tout ce qu'on veut, est-ce que ce n'est pas accepté aujourd'hui que la France est encore là comme elle y était du temps de la colonisation? Mais c'est ça, en fait, en fait, malheureusement, on n'anticipe pas. Comme je dis, on ne mesure pas, on ne prend pas en compte l'opinion publique. Qu'est-ce que les gens peuvent penser de ce genre de symbole-là? Parce que le symbole est extrêmement important. Parce que je me souviens une année où on célébrait le 11 novembre, c'est-à-dire c'est l'armistice, c'est après... voilà, c'est... L'Allemagne, quand vous allez en Allemagne, on ne célèbre pas ça. On ne peut pas, c'est parce que c'est une défaite pour eux. Au Sénégal, on a célébré la défaite lors de la CAN. Oui, mais voilà, c'est-à-dire, aujourd'hui, on vient au Sénégal, je ne sais pas comment l'appeler, nous restituer un sabre. Qui symbolise en réalité une défaite. Qui symbolise une défaite. On l'a récupéré. Donc, pour moi, c'est pas normal. C'est ce symbole-là, pour moi, gâche tout. Jamais on aurait dû accepter ce genre d'événement, de manifestation au Sénégal, surtout quand on connaît, comme je le disais tout à l'heure, la dimension mystique de El Hadji Oumar Tall. Alors, Issa Tine le disait tout à l'heure, c'est ce contexte-là qui a été choisi pour signer des contrats. Des contrats où on parle de plusieurs millions d'euros. Des contrats pour peut-être avoir des moyens de surveiller le pétrole, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a de gênant que le Sénégal et la France puissent signer de tels contrats? Mais justement, moi je pense que la France et le Sénégal sont des partenaires. Enfin, en principe. Même si l'un est beaucoup plus... mais ce sont des partenaires. On peut signer des contrats, mais c'est des contrats qui devraient, j'utilise le contraire, être des contrats gagnant-gagnant. Parce que le Sénégal, effectivement, a besoin aujourd'hui, sur le plan sécurité, d'avoir quand même un armement à la hauteur, aujourd'hui, de ses capacités. Parce que le Sénégal, dans 2 ans, 3 ans, sera quand même un pays considéré comme un pays producteur de pétrole. Alors quand vous êtes un pays qui est producteur de pétrole, vous devez quand même vous armer. Vous devez avoir un armement quand même qui est assez solide pour faire face à des problèmes éventuels comme le terrorisme, comme ils le disent. Moi, sur ce plan-là, on doit même s'armer encore. Vraiment, c'est extrêmement important. Mais, il y a un mais. Est-ce que le fait de passer le contrat avec la France, parce que quand on voit les niveaux d'armement, surtout les patrouilleurs qu'ils ont achetés, quand on regarde sur la nomenclature effectivement des patrouilleurs, on est, je crois, à la 4e catégorie des patrouilleurs. Donc, c'est la moyenne. Vous avez première, deuxième, troisième, 4e catégorie. On nous vend la 4e catégorie. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on n'a pas des experts qui sont capables d'évaluer ailleurs, de faire une comparaison pour proposer quand même quelque chose de solide au Sénégal pour qu'on puisse effectivement
faire la balance et trouver quelque chose de beaucoup plus adapté à nos besoins et aussi à nos capacités. Je crois que c'est là-dessus où on dit, mais bon, c'est vrai que quand on est conseillé par quand on a des conseils comme des conseils français, forcément, quand un Français vous conseille, il va vous dire d'aller acheter chez lui. Donc c'est ça, c'est de bonne guerre. Les conseils par les Français, le président. Mais il ne faut pas qu'on se leurre. C'est-à-dire qu'il y a la réalité. Hein. Il y a la réalité ici, les conseillers militaires, mais c'est des Français quand même, il ne faut pas. Ils sont là. Donc c'est eux qui font des manœuvres, comme on dit, avec les soldats sénégalais. Ils ont formé les soldats sénégalais. Mais ma foi, quand il faut sortir de l'argent pour acheter, ils ne vont pas vous aller acheter chez les Américains. Mais ou bien chez qui le diable, l'Afrique ou bien la France? Est-ce que ce n'est pas l'Afrique elle-même? Vous savez, la France, c'est simple comme tout pays. La France a des intérêts aussi. La France défend ses intérêts. D'accord? Donc c'est au Sénégal, aux Africains, de savoir défendre leurs intérêts. Maintenant, la France n'est pas têtue. Simplement, comme je disais, il n'y a pas de répondant. Le problème c'est quoi? C'est que lorsque la France arrive avec ses propositions, mais si le terrain est balisé, ils vont signer des contrats. Mais s'il y a des répondants, du répondant du moins, et que des gens puissent dire, mais attendez, ce que vous nous proposez ne colle pas avec nos besoins ou avec nos réactions ou avec nos capacités, nous voulons renégocier, nous allons négocier. L'exemple du Rwanda serait-il bon répondant pour la France? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, pourquoi tout le monde respecte le Rwanda? À un moment donné, ils ont identifié pour eux les diables, c'est les Belges, les Français, tout ça, et ils sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont travaillé pendant des années. On a critiqué le président, on a tout dit sur lui. Mais lui, il sait là où il va aller. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il est arrivé à démontrer qu'il peut s'en sortir sans l'aide de personne, regardez le Rwanda, avec ses ressources, le Rwanda est arrivé à un stade aujourd'hui où il peut défier tout le monde. Un petit pays, avec tout ce qu'il a subi, ravagé par les gens. Donc, si les États africains veulent s'en sortir, ils peuvent. Mais s'il n'y a pas de répondant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Comment est-ce que nos dirigeants pourraient servir de répondants quand ils ont l'intime conviction que pour pouvoir garder leur pouvoir, pour la sécurité de leur pays, il faut l'aide de la France? Oui, parce que c'est ce qu'ils croient. Or, la France sait très bien qu'aujourd'hui, les opinions publiques africaines commencent à évoluer. Parce qu'on voit la France comme l'empêcheur de dormir, comme on dit. Mais il y a des mouvements France dégage un peu partout maintenant. Il y a des mouvements comme ça contre ce qu'ils appellent le néocolonialisme et une sorte d'impérialisme qui est encore là. Mais simplement aussi, moi je pense qu'on ne peut pas toujours jeter l'anathème sur la France. La France est un pays comme les autres pays qui a des intérêts, qui a une industrie à développer et qui a besoin de matières premières. Mais c'est très simple. Elle va chercher là où il y a les matières premières. Mais c'est en Afrique. Mais c'est aux Africains aussi de savoir que nous, on a nos matières premières, vous avez vos industries. On peut effectivement signer des contrats, mais gagnant-gagnant. Mais si vous ne le dites pas... À part cela, les projets de l'État, il y a le terre qu'ils ont acheté à la France, il y a aussi d'autres projets quand même qui sont venus d'être empruntés vers l'extérieur. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas pertinent? Concernant le terre, c'est... Bon, moi je comprends pas très sincèrement parce que il y a des non-dits dans cet investissement. Tout n'est pas clair. Rien n'est clair dans cette histoire. Parce que on nous parle de 200 milliards, 400 milliards, maintenant on nous parle de 1000 milliards, je crois. On parle de 1200 milliards. En fait, vraiment, on n'a pas les bons chiffres. Donc quand on n'a pas les bons chiffres, on ne peut pas beaucoup parler de ce problème du terre. Mais simplement, c'est pas parce que je vis là-bas que je dis, mais la technologie française en matière de terre, comme on dit, de train, c'est une technologie quand même qui est extrêmement très avancée et qui a été recopiée même
par des pays comme la Chine, adaptés. Mais le TGV, par exemple, c'est en France, c'est en France le premier TGV qui a été recopié partout. Donc, la technologie française, quand même, est une technologie extrêmement intéressante, mais importante. Peut-être une dernière question sur ce thème des relations entre l'Afrique et la France. On a entendu 2 déclarations cette semaine qui ont fait quand même le tour de l'Afrique. C'est une première déclaration de l'artiste malien Salif Keïta qui dit que c'est la France qui finance les ennemis de son pays, le Mali. Deuxième déclaration, celle du président Macky Sall qui a critiqué les forces multinationales qui sont présentes dans le Sahel. Il ne comprend pas que ces forces multinationales-là soient prises en otage par quelques bandits, c'est comme ça qu'il le dit. Alors quand vous jugez ces 2 déclarations, vous vous dites quoi? Qu'il y a une société peut-être civile africaine qui ne comprend pas le rôle que la France joue en Afrique, notamment dans la crise au Sahel, et il y a une élite africaine qui essaie de justifier. Oui, c'est vrai que moi j'ai entendu la déclaration de Salif Keïta qui effectivement essaie de mettre en cause la France en estimant que la France finance le terrorisme. Enfin bon, c'est sa déclaration langage. C'est exagéré, vous mais sa déclaration langage. Mais je ne vais pas jusqu'à dire que la France finance quand même les terroristes. Parce que quand même, soyons un peu objectifs et honnêtes. Je ne suis pas là pour faire l'avocat de la France. Mais soyons objectifs et honnêtes. Le problème du Mali, quand ça s'est éclaté, comment dirais-je, le problème a éclaté en quelle année? C'est en 2008, 2007, 2002, non pas 2000, excusez-moi, 2012, 2013. 2013, exactement. Le problème, c'est les Français qui sont intervenus. Soyons quand même avec non, les accusations, c'est que la France active le feu pour pouvoir vendre ses armes. Non, mais c'est ce qu'on dit souvent. C'est-à-dire qu'on dit que les foyers de tension en Afrique sont activés par les Occidentaux. Pour les armes. C'est ce qu'on dit. Effectivement, c'est ce qu'on dit partout. Vous n'y croyez pas? Non, c'est possible. Moi, je dis c'est possible. Mais je suis assez prudent. J'y croyais, moi. Mais aujourd'hui, moi, je suis assez prudent parce que moi, je mets en cause déjà l'incapacité de nos dirigeants. À prendre en charge cette question. Vous voyez, pour moi d'abord, c'est l'incapacité de nos dirigeants. Le Mali, qu'est-ce qui s'est passé avant? Le Mali, tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais s'il y a du laxisme au niveau de l'État, de la corruption jusqu'à... Mais quand même, des bandes armées qui infiltrent l'État. Mais après, on nous dit c'est la France. Non, à un moment donné aussi, il faut qu'on essaye de se regarder dans le miroir en nous disant, écoutez... Que les Africains prennent le quand même, nous, on peut être responsable d'une situation, et cette situation-là, malheureusement... C'est ça. Voyant tout ce qui s'est passé, surtout quand on parle de frontières, est-ce que vous qui êtes à la France, vous croyez que nos frontières sont bien sécurisées ou bien sont poreuses? Les frontières ne sont pas tellement sécurisées. Bon, le Sénégal, moi j'ai déjà alerté sur la nécessité de renforcer effectivement la sécurité au niveau du Sénégal. J'avais même... Parce que le problème du Sénégal, c'est qu'on est laxiste ici. Parce qu'on nous dit souvent que c'est un pays de la teranga, on accepte tout et n'importe qui. C'est le seul pays où tu vas, moi je viens avec des gens, bon jamais vous n'êtes contrôlé, bon vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'êtes contrôlé que lorsqu'il y a un problème. Mais jamais on vous interpelle vos papiers. Partout où vous allez dans ce monde-là, que ce soit en France ou pas, déjà en France, dès que vous êtes black, quand vous passez, on vous contrôle. Vous pensez qu'il faut appliquer la même chose? Par exemple, on a soutenu ce débat sur la réciprocité des visas. Vous pensez qu'il faut plus de contrôle par rapport aux étrangers? Moi, je suis d'avis qu'il faut le faire. Moi, pour moi, mais je ne peux pas imaginer, moi je ne peux pas accepter qu'un Sénégalais puisse aller en France avec toutes les difficultés qu'il a, et qu'un Français qui vienne ici, mais qui s'installe comme il veut. Au Sénégal, aller en France, moi je suis dans le droit des étrangers, la France signe des accords avec le Sénégal, mais quand vous allez là-bas, sur le plan interne, les préfectures ne respectent pas cet accord-là. Et même moi, en tant qu'avocat, quand j'alerte les autorités sénégalaises, par exemple le consulat, pour ne pas le nommer, je fais l'objet de critiques. Parce que je leur dis, mais attendez, faites attention, parce que la France a signé un accord avec le Sénégal. Voilà ça, il faut faire attention, ne délivrez pas des sauf-conduits comme ça. Parce que quand même,
on ne respecte pas les accords. Ils le font. Mais non seulement, mais ils m'envoient des courriers incendiaires parce que moi, j'ose leur dire leur travail. En fait, pour eux, je n'ai pas le droit de ça. Pourtant, ces accords-là devraient pouvoir servir à éviter certains rapatriements. Mais bien sûr. Mais c'est-à-dire que, vous savez, on a un accord magnifique que la France a signé avec le Sénégal. Mais c'est un accord, vous savez, c'est 400, à peu près c'est 400 métiers. Vous savez, quand vous trouvez un emploi sur la liste des 400 métiers, on doit pouvoir vous régulariser. Normalement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est signé noir sur blanc. Hein? Donc, c'est entré en vigueur. Normalement, quand vous signez un accord, l'accord prévaut sur la loi. L'accord est beaucoup plus et au-dessus de la loi. Avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, ils sont malins, les Français. Ils sont vraiment très malins au niveau de cet accord-là. Jusqu'en 2012, vous arrivez, aujourd'hui, quelqu'un peut arriver en France, 6 mois après, il peut se faire régulariser sur la base de cet accord. Qu'est-ce qui se passe? En 2012, il y a la circulaire Valls qui a été prise, Emmanuel Valls, l'ancien Premier ministre, pour justement revoir les conditions de régularisation en fixant le délai de 5 ans. Vous savez, vous restez 5 ans avant d'être régularisé. Et aujourd'hui, quand vous lisez l'accord franco-sénégalais qui a été signé en 2009, qui est entré en vigueur en 2009, signé 2006, entré en vigueur en 2009, 1er août 2009, cet accord ne parle pas de délai, mais cet accord renvoie aux dispositions nationales pour régler le problème. D'accord. C'est des problèmes en Afrique. Non, mais ça me fait mal parce que la France ne respecte pas cet accord-là et ça pénalise les Sénégalais. Et ça, c'est aux autorités sénégalaises là-bas de prendre leurs responsabilités et quand même d'alerter les Français par rapport à cet accord. Nous, on se bat. C'est l'occasion de le dire, je l'ai écrit, c'est l'occasion d'en parler. Et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cet accord. Tidjane Dabo, avocat au barreau de Strasbourg, et l'invité de cette édition d'Histoire. Ici, on y va directement avec la rubrique Vidunet. On n'a pas beaucoup de temps, on ne pourra pas regarder la vidéo de Bougazeli, mais vous nous faites rapidement le résumé et les commentaires. Le résumé, c'est que Bougazeli a versé des larmes donc, au micro de nos confrères, ou bien notre consoeur même, Maïmouna Ndour Faye, de la 7TV. Et après, s'en est suivi beaucoup de commentaires, mais également beaucoup de critiques. C'est comme si peut-être les Sénégalais se sont moqués de lui. Et la première personne à commenter, c'est Abdoulaye Banguer. Elle déclare, c'est pour parler de la personne, il est devenu subitement sage, c'est pour parler de Bougazeli. Ndeysaan Aduna weeru koor la fekk donc jotul juubu du wees, c'est pour dire que les problèmes ne viennent pas donc à chaque fois il peut y avoir des problèmes tant qu'il y a vie. Et une autre personne également, Mohamed Dia, donc je ne suis pas le seul à remarquer ce fait, je ne savais pas que ce gars pouvait parler normalement, c'est ce qu'a déclaré Mohamed Dia. Et Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, de déclarer rupture d'égalité devant la loi, c'est la fin de l'état de droit. C'est ce qu'a déclaré Moustapha Diakhaté. Binta Diallo de la RFM de répondre Amna Khalis Dal, c'est pour parler de Bougazeli, 30 avocats commis, donc c'est trop selon Binta Diallo. Moustapha Diakhaté de répondre. On attend ce soir pour voir si c'est intéressant le faux biaitage. C'est pour un peu taquiner à Seydina Fall. Bougazeli en tout cas, il n'est pas jusqu'à présent libéré par les enquêteurs et on suit l'information pour les téléspectateurs de la Voix des Sans-Voix. Grand merci à vous Issatine, il est exactement 21h. Merci à vous maître Tidjane Dabo. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Strasbourg en France. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne chaque soir pour vous permettre de suivre cette édition du soir. On se quitte avec la revue de la presse en ligne. Elle porte la signature de Safiatou Cissé. Bonsoir. Affaire Hissène après, les avocats des victimes s'opposent à la demande de grâce. Selon eux, une grâce violerait non seulement les obligations internationales du Sénégal, mais serait également un désaveu moral envers ces milliers de victimes. En effet, les avocats et soutiens de l'ancien président tchadien ont soutenu que ce dernier serait malade. Ainsi, ils demandent aux autorités sénégalaises de lui accorder une grâce médicale, a tenu à préciser Sénéweb.
Tristesse et consternation à Thiaroye-sur-Mer après la disparition de 2 embarcations de pêcheurs depuis samedi. Titre Dakaractu.com qui explique que les occupants de la première pirogue partie le samedi n'ont fait signe de vie. C'est ainsi que lundi, une autre embarcation a pris le large pour tenter de suivre leurs traces. Même sort pour eux. En tout cas, les membres de l'expédition de recherche n'ont toujours fait signe de vie. Depuis lors, la crainte du pire gagne de plus en plus les populations qui lancent un appel de détresse en direction des autorités. Dans ces colonnes, Netali.com nous parle d'un fait rare qui s'est produit au marché Sandaga de Dakar. Le site rapporte que des détenus qui ont bénéficié d'un retour de parquet se sont échappés de la voiture qui les transportait vers le commissariat du port. Selon le site, 3 détenus ont sauté du véhicule pénitentiaire. 2 fugitifs non encore identifiés ont réussi à se fondre dans la nature. Le 3e a été finalement rattrapé par les agents de sécurité. Et dans Jeune Afrique, c'est le Burkina Faso qui accuse l'armée malienne d'avoir mené une incursion sur son territoire et s'être attaqué à des civils au cours d'une opération menée sans aucune coordination avec la hiérarchie militaire burkinabé.